pendant la guerre contre la terreur, déclarée par George Bush, qui commence en Afghanistan le 7 octobre 2001 et se poursuit en Irak à partir du 20 mars 2003, apparaît un phénomène que l'on va appeler le war porn. Au moment de l'invasion en Irak, dès le mois de juin, l'organisation Amnesty dénonce des exactions qui auraient été commises par l'armée américaine et ne tarde pas à mentionner le nom d'une ancienne prison irakienne, désormais utilisée par les armées américaines et que tout le monde connaît sous le nom d'Abu Ghraib. Plusieurs mois plus tard, le grand public découvre en images les détails des pratiques tortionnaires de l'armée américaine à travers des clichés presque insoutenables qui font rapidement le tour du monde. Sur de nombreuses images, on voit des prisonniers irakiens nus et soumis à diverses mises en scène sexuelles. La dimension pornographique participe pleinement à la sidération que ces clichés provoquent. Quelques mois plus tard, on commence à voir apparaître sur des sites internet des images de corps irakiens et afghans torturés, abattus, violés ou dépecés par d'autres soldats américains. Ces images sont tournées par les soldats eux-mêmes et diffusées sur des sites spécialisés en pornographie qui s'intitulent nowthat'sfuckedup.com, gotwarporn.com ou d'autres espaces plus généralistes comme MySpace ou YouTube. Ces images échappent au contrôle des autorités militaires qui se montrent assez peu inquiètes au départ de leur succès et de leur diffusion. Elles contrastent largement avec les règles déontologiques des médias traditionnels et elles donnent une image de la guerre très éloignée de la doxa gouvernementale sur les frappes chirurgicales et la guerre propre que le gouvernement de George W. Bush essaye de défendre à l'époque. Les corps terroristes ou insurgés, selon les termes officiels, sont visibles, exposés, directement consommables par les publics intéressés par ce genre d'images. Ces images de corps terroristes exploitées par les vidéos commencent à être connues dans les médias traditionnels, notamment à travers des articles publiés dans The New Yorker et The Washington Post, sous l'appellation de war porn. Alors, le terme n'est pas évident à rendre en français, war porn. Est-ce que l'on devrait dire porno de guerre, porno de la guerre, guerre porno? La traduction demande un choix clair de prédicat et dirige ainsi immédiatement une interprétation qui reste plus ample et flottante dans la locution anglaise. C'est pour ça que je vais avoir cet anglicisme permanent de war porn que je vais garder tout au long de ma présentation. Les corps du war porn, comme ceux du porno, échappent au cinéma et trouvent un espace médiatique plus accueillant sur Internet. La pornographie du corps ennemi s'installe sur la toile selon deux modalités très différentes, bien qu'entremêlées sur plusieurs aspects. D'une part, on trouve le war porn stricto sensu, avec un mélange de trophées de guerre, d'images de torture et d'exactions guerrières. Tout cela mis à disposition des civils et de l'arrière, donc filmé par les soldats eux-mêmes et diffusé sur des plateformes spécialisées. Mais en même temps, puisque ces plateformes sont spécialisées en pornographie, on trouve une autre production pornographique au sens traditionnel du terme qui est constituée par des images sexuelles à vocation masturbatoire et qui s'inspire des images de la guerre contre la terreur pour des publics aussi bien hétérosexuels que gays, mais toujours imaginés comme masculins. Une dimension essentielle du questionnement qui va nous occuper ici vient justement de la juxtaposition d'images qui semblent a priori de nature différente, bien qu'elles soient rassemblées sur une même plateforme de diffusion et sous le même trait générique dit pornographique. Donc, avec le war porn, la pornographie est mobilisée pour décrire des dynamiques de représentation qui semblent a priori bien éloignées d'images sexuelles à vocation simplement masturbatoire. Mais le rapprochement entre la guerre et la pornographie apparaît pour la première fois sous la plume de Baudrillard, qui écrit un article intitulé « Pornographie de la guerre » et publié par Libération le 19 mai 2004. Dans son article, le philosophe réagit aux images d'Abu Ghraib, que nous avons vues tout à l'heure, et qu'il voit comme une parodie de violence, une parodie de la guerre elle-même,
Pardon, je lis le début du texte que vous n'avez pas parce que j'ai pas pu tout mettre sur la diapo. Donc, une parodie de violence, une parodie de la guerre elle-même, la pornographie devenant la forme ultime de l'abjection d'une guerre impuissante à être simplement la guerre, à simplement tuer, et qui s'exténue dans un reality show ubuesque et infantile, dans un simulacre désespéré de la puissance. Là est la vérité de ces images, ce dont elles sont chargées, la démesure d'une puissance se désignant elle-même comme abjecte et pornographique. La vérité et non la véracité, car à partir de là, il est inutile de savoir si elles sont vraies ou fausses. Nous sommes désormais et à jamais dans l'incertitude quant aux images. Seul leur impact compte, dans la mesure où elles-mêmes sont immergées dans la guerre. Même plus besoin de journalistes embedded, ce sont les militaires eux-mêmes qui sont immergés dans l'image par la grâce du numérique. Les images sont définitivement intégrées à la guerre. Pour que les images soient une véritable information, il faudrait qu'elles soient différentes de la guerre. Or, elles sont devenues aujourd'hui exactement aussi virtuelles que la guerre, et donc leur violence spécifique s'ajoute à la violence spécifique de la guerre. Donc dans ce texte, on trouve la place de la fascination et de l'abjection dans le genre pornographique, sa relation à la réalité et à la vérité, toutes ces questions soulevées par le spectacle érotisé de l'humiliation, la place du consommateur devenu producteur dans l'ère de la pornographie digitale, tous ces thèmes qui sont présents dans le texte de Baudrillard sont largement discutés dans le domaine des études pornographiques. Cependant, la définition de la pornographie que Baudrillard donne ici n'est ni claire ni rigoureuse. Il utilise le terme comme un synonyme de l'abjection. Il semble que ce soit les mises en scène sexuelles à l'œuvre dans certaines photos de la prison, mais pas toutes, qui motivent le choix de ce mot de pornographie, insistant ainsi sur la valeur ajoutée que la dimension sexuelle peut apporter au système tortionnaire. Néanmoins, l'article permet de lancer des pistes de réflexion extrêmement précieuses sur la potentielle nature pornographique de ces images, non seulement pour celles représentant des mises en scène sexuelles, mais surtout, et c'est celle qui m'intéresse le plus, pour celles où ces dernières sont absentes. Donc cette intervention voudrait vous présenter quelques pistes d'approfondissement sur l'expression pornographique qui est décrite par Baudrillard comme une modalité d'expression autonome propre à être déclinée dans des situations postmodernes diverses et qui entretiendrait toutes des relations particulières avec certains éléments fondamentaux. D'abord, la situation d'énonciation et de réception médiatique. Deuxièmement, les conditions de production du média. Et troisièmement, la relation à la véracité. Effectivement, toutes ces dimensions participent à la définition de la pornographie actuelle selon ces spécialistes. Et donc cette présentation doit énormément aux travaux de Linda Williams, de Fiona Atwood, qui sont les deux pionnières majeures des porn studies, ainsi qu'aux efforts de diffusion de ces travaux dans le champ français par Florian Voros, qui a édité un livre qui s'appelle Porn Studies et dans lequel les textes majeurs des études pornographiques ont été traduits en français, qui sont originellement en anglais, ont été traduits en français. Alors, je commence par le positionnement médiatique du war porn. Donc, le war porn appartient à une autre tendance de la pornographie digitale qui apparaît justement autour de 2005 et qui naît de la massification du streaming. Dans cette nouvelle tendance, héritière de l'essor qu'a pris dans les décennies précédentes le porno amateur, il existe une nouvelle centralité de l'utilisateur qui permet de proposer une quantité diverse et toujours renouvelée de flux médiatiques. Comme le remarquait Baudrillard, les militaires servent désormais de producteurs de flux. C'est en effet dans ce contexte que les premières images du war porn font leur entrée dans le monde de la pornographie numérique. Le créateur du site de war porn, nowthat'sfuckedup.com, Chris Wilson, avait créé son site pour faciliter l'échange de vidéos et de films pornographiques, notamment pris en cachette de jeunes filles qui ont été filmées. Donc, le site ouvre en 2004 et il permet aux utilisateurs producteurs de poster leurs propres médias et il demande une inscription et un abonnement de 10 $ pour accéder aux espaces de visionnage. Or, les compagnies de crédit, à l'époque, refusent les paiements en provenance de zones dangereuses telles que l'Afghanistan et l'Irak. Et ainsi, ils privent les soldats de pouvoir poster les photos de leurs petites amies en ligne. Alors Chris Wilson va essayer de trouver une solution
Et il décide d'accorder un accès au site à ceux qui enverront une photo qui permettra d'établir clairement leur présence dans les zones de guerre. Alors que les premières images qui arrivent ne servent qu'à confirmer leur localisation, la possibilité de publier ces images de plus en plus représentatives de la violence du quotidien des soldats attire et motive les soldats comme Chris Wilson. C'est ainsi qu'apparaît pour la première fois la dimension essentielle du war porn qui consiste à proposer sur la même plateforme des images à caractère sexuel explicite, qui étaient justement les images des petites amies photographiées plus ou moins à leur insu, et des images d'hyperviolence correspondant au quotidien des soldats en action. En 2005, Wilson déclare avoir inscrit 150 000 utilisateurs, dont 45 000 soldats. Son site n'est pas le seul à diffuser directement des images violentes des situations de la guerre. L'armée américaine elle-même semble utiliser discrètement YouTube pour diffuser certaines images. Mais au-delà du besoin de créer un lien avec l'arrière et de dénoncer une censure médiatique, on voit que la nature de mise en résonance, ce que l'on appelle un echoing service, du site est primordiale pour les utilisateurs de cette nouvelle plateforme de streaming. Une fois les images des militaires installées dans les grilles du site, ce dernier devient, la grille du site, devient une mosaïque de restitution des imaginaires militaires dans lesquels la sexualité et la mort, le désir et l'abjection se côtoient. Les corps sont largement répartis en 3 groupes. D'abord, ceux des insurgés, des terroristes, qui sont souvent méconnaissables en raison du choix de montrer des images à forte plus-value choquante, donc avec des crânes explosés, ou des corps incendiés, ou des scènes de torture en direct dans lesquelles les corps cèdent sous la pression de la maltraitance. Un deuxième groupe d'images de corps va être les corps jeunes et soumis à l'uniforme militaire des soldats américains. Et une troisième sorte de corps sur la plateforme va être les corps juvéniles des petites amies ou des pin-up mis en ligne et échangés contre ceux des cadavres irakiens. Ainsi, les corps présentés subissent tous, mais à différents degrés, un double dénigrement. D'abord, dans l'appropriation de leur image en tant qu'objet d'attraction ou de répulsion plus ou moins involontaire, l'idée de départ du site étant de poster des images prises à l'insu des jeunes filles, et évidemment, ni les cadavres ni les corps torturés ne sont présents volontairement sur le site. Le second dénigrement vient de se voir asservi au jugement et au plaisir des spectateurs. Or justement, cette réception du war porn doit être vue de manière un peu plus complexifiée que simplement une perversion d'un voyeurisme citadin, urbain, de classe moyenne. Il existe une différence fondamentale entre l'utilisation de ces sites par les soldats et la consommation par d'autres images, des images et des vidéos diffusées afin d'extérioriser leur rapport à la mort, à la guerre et à leur gestion de l'abject. Pour les soldats confrontés aux cadavres réels, au corps abject réel, leur capture en images permet de mettre une distance, de réifier cette réalité peu soutenable tout en la partageant avec d'autres et donc en diffusant le choc et le trauma qu'eux-mêmes ont enregistrés. Cette mise à distance est d'ailleurs constitutive de la pornographie. Comme le rappelle Gloria Steinem, le suffixe graphos dans pornographie signifie description de, discours sur, et implique donc une distance entre le sujet et l'objet. Cette dernière fait donc naître chez le spectateur un désir de rapprochement en vue d'objectifier et de faire naître une position voyeuriste. Mais pour les consommateurs civils de ces images, les chasseurs d'images abjectes sur la toile et de confrontation uniquement virtuelle au spectacle du cadavre, l'expérience de l'abject ne peut pas être de la même nature. Comme toujours dans les questions autour de la pornographie, le contexte de mise en contact entre le spectateur et l'image porno, ainsi que la spécificité individuelle du spectateur, sont fondamentaux pour comprendre comment une image se charge en signification et devient une source d'excitation ou de rejet. Stephen Jones tente d'expliquer la relation du spectateur à des images violentes placées sur des sites pornographiques pour uniquement choquer. Et donc, il écrit « La victimisation fait vendre.
La source du plaisir est dans la complaisance immorale et hyperbolique à l'égard de la transgression, de l'obtempération de la victime. L'omnipotence et la domination du responsable et la description de la victime comme petite et physiquement faible sont mises en avant. Parce que le persécuteur est généralement anonyme dans ce genre de film, le plan étant filmé de façon subjective, laissant le responsable hors champ. La scène rend également le spectateur passif. Il est placé de façon à être sans contrôle. Il n'est que virtuellement dans l'action, en contraste avec le plaisir réel du bourreau ou la douleur réelle de la victime. Le point de vue subjectif sur l'action dénote une relation privée, intimité, viol, rendue publique, rendant d'autant plus tangible l'absence du spectateur dans la scène et la réalité de cette dernière. Un autre effet réaliste provient du contexte moral de l'image, qui interdit d'envisager le plan comme une mise en scène. Les plaisirs de maîtrise et de contrôle qui sont inhérents à l'utilisation de l'ordinateur apportent de sinistres connotations supplémentaires en se mêlant à des images qui montrent spécifiquement la violation des droits d'une autre personne. En effet, la relation à la réalité qu'entretient le war porn est aussi fondamentale et problématique que tous les autres genres pornographiques. L'intérêt pornographique et le plaisir des images reposent principalement sur la croyance que ce qui est montré est vrai. Linda Williams remarque que le cinéma naît de cette volonté de connaître les mystères du corps, particulièrement ceux du corps féminin, et que le plaisir de voir est indissociable du plaisir de posséder une connaissance scientifique et technologique de la réalité. Elle écrit « Le plaisir cinématographique spécifique et inattendu de l'illusion du mouvement du corps est en partie un produit dérivé de la quête de vérité corporelle, auparavant invisible. » Sa remarque garde toute sa pertinence dans le nouveau champ médiatique du porno en ligne et particulièrement pour le war porn que les soldats produisent avec leur propre équipement technologique portable. Ainsi apparaît une nouvelle dimension biopolitique déjà décrite par Michel Foucault qui affirmait que le pouvoir sur les corps s'exerce par la technologie et devient source de plaisir à travers la technologie. Il existe pourtant un premier moment dans la lecture du war porn où le spectateur oublie l'existence de la technologie et jouit du sentiment de non-médiation qui existe entre lui et ce qui est montré. Zabeth Patterson y voit un élément typique de la relation à la réalité qui existe entre le spectateur du porno en ligne et le matériel pornographique. Il écrit « Le spectateur connaît la nécessité de médiation télévisuelle et son inévitable transformation des vies décrites, mais il continue de le nier afin de prendre plaisir dans l'exactitude microscopique de ce qui est montré et le grossissement des moindres détails. » Patterson utilise aussi des concepts postmodernes pour rendre compte de la relation à la réalité que le spectateur fabrique à travers un écran d'ordinateur. Il souligne l'importance d'un nouvel anti-espace dans lequel l'expérience du contact médiatique se fait. À l'inverse de la salle de cinéma qui organise spatialement la projection du film comme du spectateur à l'intérieur de la fiction, le spectateur isolé devant l'écran d'un ordinateur personnel se place dans une illusion d'espace que Baudrillard avait essayé de décrire pour parler de la télé-réalité et dans lequel Patterson croit que la consommation de porno en ligne se retrouve également. Ce n'est plus une question de regard vers l'écran, mais d'une hallucination du type « être là », tout en sachant qu'on n'est pas là et qu'en fait, il n'y a pas de là, c'est-à-dire il n'y a pas de réalité hors de sa médiation. Baudrillard et Patterson soulignent l'existence d'un espace illusoire proprement utopique, puisqu'il ne semble plus relié à une topologie enregistrée comme réelle par le spectateur et qui paraît essentiel au plaisir de ce genre de spectacle. Le war porn révèle ainsi toute sa fibre pornographique en ce qu'il organise la révélation involontaire d'une vérité des corps. Le war porn convoque une réalité indéniable sur les corps montrés, non plus les conditions de leur jouissance ou les recoins inexplorés de l'anatomie humaine comme le porno traditionnel, mais plutôt la répugnante finitude et l'obscène fragilité des corps qui sont exposés. Alors, dans une dernière partie, je vais m'intéresser à la façon dont le war porn a été accaparé par
l'ennemi, c'est-à-dire justement les espaces insurgés qui, une fois devenus organisés, ont repris le war porn pour leur propre propagande. Il ne faut pas oublier que les corps qui servent à ramener la réalité de la finitude de la vie dans les foyers américains sont des corps qui proviennent de pays occupés par l'armée américaine. Et que ces films sont aussi et surtout des preuves de la puissance militaire et de la soumission de ces corps à la puissance américaine. Il n'est pas difficile de rapprocher les images capturées par les soldats et celles proposées par l'administration militaire et de les traiter dans l'ensemble comme des trophées de guerre. Ces images semblent également répondre et dialoguer avec celles d'Al-Qaïda qu'Al-Qaïda avait pu produire lors des différentes décapitations de prisonniers. Cependant, j'ai une... ça c'est embêtant parce que j'ai une diapositive, la grille d'en dessous a été mangée et elle comporte des films dont je vais parler maintenant, donc c'est un peu embêtant. Donc je disais, donc ces images semblent répondre et dialoguer avec celles d'Al-Qaïda quand Al-Qaïda faisait diffuser les images de décapitation de ses prisonniers. Cependant, ces décapitations n'étaient pas diffusées en premier sur la toile. Les vidéos étaient envoyées à des groupes de presse sélectionnés qui étaient chargés de les faire circuler sur des réseaux professionnels. Les images finissaient finalement souvent postées en ligne, mais elles avaient été capturées à partir de flux médiatiques télévisés. Un tournant est pris dans la constitution du genre en 2008, au moment où la présence américaine dans la région et le bourbier de l'Irak provoquent l'explosion de la guerre civile en Syrie. La propagande par l'image, notamment sous la forme de war porn, est récupérée par des groupes djihadistes qui s'installent dans la région, notamment parmi les plus radicaux, forment en 2006 l'État islamique d'Irak, qui devient l'État islamique du Levant, Daesh en arabe, à partir de 2012. La propagande de Daesh est organisée selon des principes validés par sa concurrente Al-Qaïda. La production de vidéos hyper violentes devient une priorité de la production de Daesh. Contrairement à ce que faisait As-Sahab, la maison de production d'Al-Qaïda, Al-Hayat, la maison de production de Daesh, utilise directement les réseaux sociaux afin de diffuser ces vidéos. Donc ces dernières inondent les nombreux sites qui héritent de la ligne éditoriale des nowthat'sfuckedup.com, des getsex.com, de pornplaying.com, liveleak, exactsex.com, etc. Donc c'était ce que j'aurais voulu vous montrer là. Les noms des sites ne laissent plus planer de doute quant à leur vocation, pornographique et war pornographique. On assiste ainsi à une véritable explosion de l'offre de war porn terroriste à cause du volume de production que Daesh met en ligne. Or, ce dernier met en ligne de nombreuses vidéos qui montrent sa domination sur les factions ennemies, sur les organisations militaires étatiques qu'il combat et sur les populations qu'il doit soumettre. Les sites de diffusion de contenu pornographique récupèrent les vidéos mises en ligne par Al-Hayat, qui est le groupe de production de Daesh, enfin, qui était le groupe de production de Daesh, ou directement par certains combattants djihadistes depuis les réseaux sociaux. Elles sont proposées au visionnage parmi d'autres vidéos de nature très différente. Une simple recherche Google avec les mots-clés « sexe » et « terroriste » fait remonter des propositions de visionnage organisées en grille qui permet de voir la variété de contenus disponibles. Les sites proposent des clips courts, souvent tronqués, qui mélangent des films de nature très différente. On y trouve des extraits de films, par exemple, sauf que là vous ne le voyez pas parce qu'il manque, donc nous avons un clip qui est nommé sur la grille Crow Bomb et qui en fait est un extrait de la comédie britannique We Are for Lions de Chris Morris qui est sorti en 2010. Donc un clip qui vient en fait d'un film de fiction qui montre effectivement des terroristes, mais qui sont des terroristes qui viennent d'un film qui est une comédie. Et sur la même grille, nous voyons des vidéos mises en ligne par les organisations terroristes, Daesh ou Taliban, qui portent l'oriflamme typique de ces maisons de production, donc comme Al-Hayat par exemple, et des bandes sonores qui sont faites de chants religieux. D'autres clips comme Taliban Kill Massacre ou Prisoners Being Beheaded sont des vidéos diffusées par ces maisons de production.
Les vidéos amateurs de fiction, souvent comiques ou satiriques, et qui se moquent des vidéos de violence extrême, sont aussi présentes dans les mêmes grilles. Et nous en avons ici un exemple. Voilà, vous voyez en fait ici, en haut, c'est celui qui s'appelle Latest Muslim Chainsaw Video, est en réalité donc un spoof, c'est un film amateur réalisé pour justement moquer les films de Daesh. Enfin, des images d'actualité de différents attentats, souvent filmés par des téléphones portables, vendus et diffusés par des médias traditionnels, comme ici le clip qui s'appelle Terrorists Running a Police Off. Et puis, des vidéos à contenu sexuel traditionnel avec différentes valeurs de production, mais généralement faites par des studios de production pornographique et non par des amateurs. Là, peut-être que vous voyez certains clips qui s'appellent Taliban Warriors Rape Blonde Reporter, or Female Terrorist Fucked Hard, or MILF Fisted by Terrorists. Dans cette nouvelle configuration du war porn, l'économie raciale des corps a changé. Les vidéos hyper violentes mises en ligne par les organisations terroristes montrent principalement des actions commises sur les corps des populations locales. Mais les vidéos dans lesquelles la mise en scène concerne principalement des corps blancs, rares militaires occidentaux ou russes présents, plus généralement des travailleurs humanitaires, chercheurs et des journalistes, ne sont pas largement diffusées sur ces sites. Peut-être parce que leur écho auprès des médias occidentaux est bien plus important que ceux qui montrent des massacres de corps racisés et que ces vidéos sont plus faciles à trouver sur des plateformes de partage grand public comme YouTube ou Facebook. Pourtant, alors que le war porn, son droit d'accès et de diffusion sont défendus avec les mêmes arguments que pour le porno, à savoir la liberté d'expression, YouTube et Facebook acceptent d'effacer les vidéos qui montrent des exécutions de corps blancs en précisant que ces vidéos leur paraissent d'une violence extrême incontestable, ce qui n'est pas le cas quand ce sont des corps racisés. Il semble donc que le renversement du rapport de force entre les corps dans le war porn pose problème. Cette évidente domination du corps blanc sur le corps racisé se retrouve particulièrement mise en lumière dans des vidéos sexuelles. Taliban Warriors Rape Blonde Reporter, à travers l'inscription de la blondeur et de la journaliste, insiste évidemment sur la blanchité. Cette dernière se retrouve kidnappée par 3 hommes à la barbe postiche qui l'emmènent dans une grotte afin de s'en servir comme esclave sexuelle. La prédation de la femme par des hommes de couleur est à la source du ressort érotique de la scène. Les acteurs sont d'ailleurs latinos puisque la présence de prépuces sur leur verge indique que l'exotisme interracial est proprement américain et il doit valider une fiction du corps racisé prenant possession du corps blanc. A l'inverse, Big Western Amazon Blonde Fucking a Short Dick Packy Terrorist in Arse, à travers un vocabulaire qui laisse percevoir l'origine britannique de la personne responsable du titre, convoque expressément le mythe de la domination occidentale et les tropes hétérocentrés de l'humiliation sexuelle, sodomie passive masculine et taille réduite du sexe. La place de la relation raciale dans ces vidéos permet de comprendre qu'elle soit fondamentale dans le rapport que le spectateur de ces sites, imaginé comme blanc, masculin, civil et hétérosexuel, entretient avec chacun des clips de la plateforme, sexuels ou uniquement violents. Bien que les images de war porn ne montrent plus de soldats américains présents dans les images et nommément producteurs de ces dernières, le spectacle qui est offert aux spectateurs occidentaux qui utilisent désormais les sites de war porn est bien celui de la consommation d'une domination fantasmée et virtuelle de ces corps racisés, montrés dans leur fragilité, leur finitude et leur abjection. La mise à disposition de ces vidéos ensemble, war porn et porno traditionnel, sur les mêmes plateformes, invite à une nouvelle approche interdisciplinaire afin de comprendre ce qui change profondément dans la consommation de la pornographie en ligne à travers ces sites. Les études sur la violence grandissante dans les images pornographiques se concentrent encore principalement sur la pornographie à caractère sexuel. Or, le war porn est un vrai genre pornographique qui recoupe toutes les questions posées par la pornographie traditionnelle, mais qui en pose aussi de nouvelles qu'il faut désormais explorer. Il semble urgent de travailler sur des écrans de plus en plus présents dans nos foyers et dans lesquels une vidéo annonçant l'exécution de 15 soldats pakistanais par des talibans avec des AK-47, qui est la vidéo qui est devant vous, est entourée d'images gifs publicitaires et pornographiques qui semblent inviter le spectateur à passer d'une vidéo à l'autre dans un réflexe homogène de consommation. L'utopie dans laquelle l'expérience pornographique en ligne plonge le spectateur reste organisée par une nouvelle économie capitaliste de la consommation et du paiement instantané,
dans laquelle le war porn trouve toute sa place. Il confirme parfaitement la vision que Simone Hardy soutient par rapport à la modalité pornographique, qui serait devenue une structure expressive puissante et dominante à notre époque. Il écrit « Les techniques de représentation pornographique peuvent et doivent informer les constructions d'expériences réelles et à l'occasion de réelles relations de pouvoir. Nous voyons aussi que des réalités dérangeantes peuvent parfois nous être retournées à travers la pornographie. L'image pornographique n'est pas innocente, elle est efficace. Elle peut aider à constituer et à amplifier les réalités que nous pouvons voir comme progressives ou régressives, désirables ou indésirables. » Voilà, cette intervention ambitionnait de montrer que la modalité d'expression pornographique devient un enjeu médiatique tel qu'elle doit désormais sortir du seul champ des études filmiques et médiatiques pour entrer dans celui des études politiques et des relations internationales. Sans cela, il sera difficile de comprendre un phénomène essentiel dans la complexité du monde globalisé aujourd'hui, comment le soft power occidental peut si radicalement se retourner contre lui-même. Merci. Oui, merci pour cette conférence. Moi, j'aurais 2-3 réactions. Brièvement, à savoir, la première, c'est l'instrumentalisation du porno à des fins effectivement, de rapport de force dans des contextes militarisés. On n'a pas vu l'envers du décor. On sait que dans la démonstration de la décadence occidentale, une partie de la pornographie hard occidentale est montrée à des personnes en cours de radicalisation fanatique comme une démonstration de l'étendue de la dégradation de la femme, enfin dans un paradoxe, hein, par rapport à leur propre finalité. Le point, c'est dans l'extrait, bon, moi je fais des études cinématographiques et l'extrait traduit autour du point de vue subjectif m'étonne beaucoup puisqu'il tend à montrer que le point de vue subjectif offert par ce qu'on appelait autrefois les snuff movies, hein, parce que c'est un peu le cas, on n'a pas entendu le mot, ferait que le spectateur ne serait pas là. Or on sait la puissance du point de vue subjectif, au contraire d'instancier ou d'incarner la personne en lieu et place. Et à ce sujet, on pourrait s'interroger sur le plaisir masochiste ou sadique auprès de soi-même, du spectateur, qui, on le devine, peut ressentir aussi une grande honte et une grande gêne, à savoir que peut-être dans le statut d'irréalité ou de référentialité, peut-être ce qu'il voit a eu lieu. Et que du coup, il se réjouit. Et ça, c'est un phénomène qu'on a beaucoup observé chez les pédophiles. C'est qu'il y a une partie des pédophiles qui sont en grande souffrance en constatant le plaisir qu'ils prennent à des images que leur surmoi ou leur moi, leur self rejettent par ailleurs. Et donc ça, c'est une dimension qui pourrait être interrogée aussi, sur laquelle vous pourriez réagir. Et enfin, je pense que atopique serait plus le terme que utopique, hein, parce que atopique, c'est vrai que les propriétés du web, c'est de ne pas avoir de lieu. On a la métaphore du surf et des sites web qui spatialisent l'information pour nous donner l'impression qu'on est en continuité, alors qu'on est toujours en train de sauter d'un site à l'autre. Et donc, les propriétés du médium, là, pour ce qui est de la diffusion des vidéos, elles ont été commentées, et je propose éventuellement d'en parler après. Merci. Oui, oui, merci pour ces réflexions. Effectivement, j'ai choisi utopique parce que c'est vrai qu'il y a un espace qui est proposé par la virtualité, qui propose de recréer un espace, mais j'avais justement l'impression que le plaisir possible du spectateur était dans le fait de nier la référence spatiale réelle de l'espace référent. C'est-à-dire que justement, on sait très bien que ce que l'on regarde, ce sont des exactions de guerre, et que donc elles sont commises dans un espace donné réel qui existe, et que justement le plaisir pornographique vient du fait que l'on sait que c'est vrai, ou que du moins nous avons cette confiance dans la réalité, dans la véracité de ce que nous voyons. Puisque nous savons qu'il y a la guerre, puisque nous savons qu'il y a des exactions, ce que nous voyons est sûrement vrai. Et donc, j'avais moi l'impression que l'investissement était utopique dans le sens où cet espace-là n'était pas investi par le spectateur comme étant l'espace médiatique, l'espace de l'Internet, mais tout espace était nié. Dans le sens où on n'attribue pas à Internet cette chose-là, on essaye de justement pas du tout l'attribuer pour repousser très loin la relation à l'image. Mais effectivement, l'atopie, elle serait aussi un terme qui pourrait décrire une réalité, parce que malgré tout, c'est vrai qu'il y a une spatialisation de l'Internet lui-même, pardon. Sur votre première remarque, alors,
Je suis toujours très mal à l'aise là-dessus parce que, en fait, je n'arrive pas, là, d'un point de vue méthodologique, je n'arrive pas très bien à clairement définir ce que moi je peux dire en tant que quelqu'un qui s'intéresse à travers des études culturelles, donc à travers une approche anthropologique des images, ce que je peux dire de la réception. Et ce que véritablement, ce que je ne peux pas dire parce que ça appartient à une psychologie sociale, au domaine de la psychologie sociale. Et je suis toujours très très mal à l'aise justement parce que je suis un peu entre ces deux domaines. Donc la façon dont le récepteur va consommer et la façon dont il se place en tant qu'entité psychologique par rapport à la réception de l'image, je ne suis pas à l'aise complètement pour parler de ça. La seule chose que je peux arriver à envisager, c'est de décrire le contexte dans lequel les modalités du contexte qu'il me semble devoir installer pour que plaisir puisse se faire ou qu'au contraire rejet puisse se faire. Mais j'ai du mal à parler purement de la relation du spectateur à l'image, parce qu'il me semble que là, nous entrons dans le champ de la psychologie. Alors, vous avez presque répondu à ma question que je voulais vous poser. Une question très difficile, d'ailleurs, puisqu'il s'agit de documents classifiés. Sachant l'intérêt du Pentagone et de la CIA pour des travaux dans le domaine de la guerre psychologique, qui ont d'ailleurs permis de financer certains chercheurs de nos collègues, je voulais savoir si il y avait eu précisément un intérêt de la part de l'armée américaine à estimer l'impact de ce type de production sur le personnel militaire au contact, premièrement. Alors, deuxièmement, est-il possible d'avoir une évaluation de la réception à partir de j'aime ou j'aime pas, c'est-à-dire les étoiles que l'on met sur une photo, etc. Voilà. Alors oui, il y avait une autre question aussi, mais on ne peut pas y répondre. Sachant donc l'intérêt du Pentagone pour ce genre d'activité, la guerre psychologique, je voulais savoir s'il n'y avait pas eu aussi des tentatives de manipulation. Voilà. Alors, la réaction de l'armée américaine au war porn a d'abord été une réaction de nettoyage. Au départ, ils ont extrêmement mal réagi. J'ai parlé de Chris Wilson et en fait, les informations que j'ai sur Chris Wilson, elles proviennent de son procès. Chris Wilson est en prison actuellement et donc il a été victime d'un procès extrêmement dur. Dans lequel justement son avocat a essayé de plaider le premier amendement et le droit à la liberté d'expression pour la création des sites qu'il avait fait, et les juges ont suivi le tribunal public et ont condamné à la plus haute peine Wilson, qui purge une peine, je crois, de 10 ans de réclusion actuellement. Voilà. Donc, l'armée a été extrêmement sérieuse à partir du moment où justement les médias se sont emparés de l'affaire. À partir du moment où dans The New Yorker, The Washington Post, on a commencé à parler de war porn, à ce moment-là, l'armée a réagi. Elle a essayé de balayer toutes les productions. Elle a elle-même arrêté de poster ce qu'ils faisaient en fait en réalité. Ils ont arrêté de poster eux-mêmes les trophées de guerre qu'ils avaient pu enregistrer. Mais je ne crois pas, alors je n'ai pas d'informations dessus, mais je ne crois pas qu'ils aient travaillé eux-mêmes sur l'impact que cela avait pu avoir sur les soldats. En général, l'armée américaine est très peu curieuse de savoir dans quel état psychologique sont les soldats, non seulement quand ils sont sur le terrain, mais ils sont encore moins intéressés par le retour. Donc moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je ne crois pas que l'armée ait organisé véritablement une étude sur les soldats qui ont fabriqué ou qui consommaient du war porn.